Radio Pays. Biomasse, hydraulique, photovoltaïque, les gisements d'énergie renouvelable sont nombreux, variés partout sur le territoire guyanais. Nombreux au point qu'elles pourraient permettre ces énergies renouvelables d'atteindre l'objectif de 100% d'autonomie énergétique sur l'électricité d'ici 2030 en Guyane, selon un rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Mais on sait bien combien parfois, souvent, le pas à franchir est difficile entre perspective et réalité, sauf que cet objectif d'avoir avant 2030 un mix 100% électrique renouvelable endogène est affiché désormais par le GENERG, le groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane. Bernard Dardane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Bernard Dardane, d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du GENERG. Vous regroupez une vingtaine d'entreprises locales en Guyane en lien avec la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. J'aimerais qu'on s'arrête pour commencer sur ce que vous mettez vous-même en avant, ce mix 100% électrique, renouvelable, endogène. Ça fait beaucoup de mots, ça veut dire quoi précisément ? Alors, je vais essayer d'être clair et pas trop technicien. Donc, mon prénom est Robert Dardane et pas Bernard. Et pas Bernard, mais voilà. Ça n'a pas d'importance. Alors, l'aspect des énergies renouvelables en termes de production d'électricité. Donc là, nous parlons bien exclusivement de la production d'électricité. Oui. Sachant que le territoire consomme de l'énergie. Une partie sous forme d'électricité, une partie sous forme de carburant, sous forme diverses et variées. Et l'addition des deux fait la consommation d'énergie du territoire. Donc évidemment, la partie électrique est importante et nous ne traitons que de cet aspect. Et pourquoi peut-on affirmer, je dirais avec satisfaction, la possibilité d'un 100% énergie renouvelable ? C'est qu'effectivement, les sources solaires, vent, eau et biomasse permettent d'avoir des quantités très largement supérieures aux besoins du territoire. Donc, on parle de ces formes d'énergie qui sont importantes. Après, le caractère endogène, par nature, le vent, l'eau et le soleil sont évidemment locales. On ne peut pas les utiliser à 100 ou 1000 km. Donc, elles sont endogènes et on a rajouté depuis, avec la collaboration de la CTG, des services de l'État, des utilisations de biomasse également locales, qui sont issues de déchets des friches, de déchets des scieries, enfin de différents majoritairement déchets. Du bois, c'est bien ça pour la biomasse. Alors, bois en Guyane. Et déchets agricoles, il y a l'ensemble de... Donc c'est une ressource assez variée et qui est déjà exploitée depuis la fin des années 90 à travers une usine qui est à Kourou. Et aujourd'hui, il y en a 2 autres qui sont en exploitation depuis 2021. Une autre usine est en cours de fabrication, de construction, et il y a 4 autres projets qui devraient fonctionner à l'horizon de 2023-2024. Donc c'est une filière complète, endogène, puisque la fourniture est locale. Alors pourquoi on parle d'endogène ? C'est parce que le fait de la ressource endogène permet de contribuer à l'autonomie énergétique. Donc on prétend techniquement et réellement par rapport aux projets qui ont déjà été construits, à ce qui est en cours et ce qui va être discuté dans la PPE, dont la discussion commence lundi, et on en est très content pour le territoire, c'est qu'il y a totalement la possibilité d'avoir de l'endogène sans importation, donc pas d'importation de carburant fossile, etc. Et encore une fois, c'est une perspective à 2030 et on peut probablement l'anticiper un peu. Alors justement, je me permets de vous couper. Robert Dardane et pas Bernard comme j'ai pu l'annoncer. Si vous prenez la parole sur ces questions-là en ce moment, c'est pas pour rien en termes de calendrier, c'est parce que vous venez de le dire, les concertations pour la prochaine PPE vont commencer dans quelques jours. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on va le rappeler, c'est le texte qui fixe les grandes orientations, on va dire, du territoire en matière d'énergie. Ça donne quoi pour l'instant, ces négociations qui ne se sont pas encore ouvertes mais qui vont s'ouvrir lundi? Est-ce que vous avez la sensation que par rapport aux dernières, pour la dernière PPE, les choses ont changé favorablement? Alors, la dernière PPE déjà mettait en avant l'importance des ENR renouvelables endogènes. Il y avait une part non négligeable. Accompagné en termes de sécurité du réseau, de la production, par un outil dont tout le monde a entendu parler, qui est l'Arrivo. Et donc, il y a bien ces 2 composantes. Un qui est exclusivement affecté à du secours et de la sécurité, et les autres pour les productions courantes.
et dans lequel on a déjà l'effet très positif sur le plan de l'ENR, qui est le barrage de Petit-Saut, où depuis des années, près de la moitié de la production d'électricité avait un caractère renouvelable avant que les parcs solaires, les différentes autres petites unités ou de taille moyenne viennent se rajouter. Et encore une fois, je me permets de vous couper, je vous pose la question pour savoir si finalement cette prise de parole que vous faites ce matin et ce communiqué de presse que vous avez rédigé il y a quelques jours, c'est une manière aussi de faire un petit peu du lobbying pour montrer un petit peu que vous êtes là en vue des discussions à venir qui peut-être pourraient s'annoncer un petit peu compliquées. Alors oui, dans le terme positif du lobbying, c'est-à-dire c'est informer sur des sujets très techniques qui ne sont pas toujours faciles à comprendre par l'ensemble de vos auditeurs. Donc j'espère le faire un peu plus clairement ce matin. C'est effectivement cette capacité. Et disons que à travers une rivière, on est au milieu du gué. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce au soutien de la CTG, au service de l'État, aux différents acteurs, puisque on mélange dans ces productions des activités de construction. Donc sont concernés les constructeurs, les transporteurs, pour la biomasse, le monde agricole, le monde forestier. Donc on est au milieu d'un tissu qui est important et dans lequel je m'exprime par rapport au lancement de la PPE, même si le hasard du calendrier fait que vous avez un sujet d'actualité ce jour, mais c'est absolument pas la démarche que nous retenons aujourd'hui. Alors Robert Dardanin, c'est aujourd'hui que le tribunal administratif va rendre sa décision pour le projet de la centrale du Larivot, puisque je le rappelle, il y a eu un recours déposé par l'association Guyane Nature Environnement sur l'autorisation environnementale de ce projet. On se souvient qu'il y a quelques mois, votre groupement avait pris la parole en craignant que le surdimensionnement de ce projet du Larivot puisse mettre un coup d'arrêt au développement des ENR, énergies renouvelables en Guyane. Vous avez toujours la même position aujourd'hui. Oui à la centrale du Larivot comme renfort, finalement, comme secours aux ENR. C'est ça, c'est ce qui est d'ailleurs inscrit dans la PPE. Donc nous voulons veiller à ce que le cadre d'exploitation soit bien celui-là. C'est écrit. Donc maintenant, il faut que ça soit mis en œuvre. Et en ce qui concerne des décisions de tribunaux sur des recours, on n'a pas d'opinion, c'est très technique. Et donc, je crois que c'est la justice qui va donner sa position. Donc là-dessus, on n'a pas de commentaires. En tous les cas, on veille à ce que les ENR locales endogènes puissent avoir l'avenir qui est prévu et qui a déjà été largement dessiné dans la PPE en cours, et dont la révision commence lundi. Alors vous parlez d'une étude commanditée par la CTG avec l'appui de l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui irait dans le sens d'un mix en énergie renouvelable proche des 100% dans les années qui viennent. C'est uniquement théorique, j'ai envie de dire, ou bien c'est quelque chose de concret qui va pouvoir se voir dans les années qui viennent? Qu'est-ce qui manque finalement pour que on passe de la théorie à la pratique, parce qu'on en parle quand même depuis longtemps finalement de ce mix énergétique guyanais? Alors, on en parle depuis longtemps, mais beaucoup de choses ont été faites. Des usines biomasse ont été construites. Il y en a 3 en activité, de nombreux parcs solaires. Vous pouvez le voir les uns et les autres, de tailles diverses et variées d'ailleurs, certains assez grands. Le barrage de Petit-Saut, bien évidemment, tout le monde le connaît et c'est un volume important. 40%, c'est ça à peu près de l'électricité guyanaise? Près de 50%. Il y a une variation suivant les années, mais c'est aux alentours de la moitié pour faire simple. Il y a un secteur qui n'a pas été développé malgré 2 projets, c'est le secteur de l'éolien. Pourquoi? Pour quelle raison? Et ce qu'on appelle les petites centrales hydro de manière limitée. L'éolien, ça ne marche pas en Guyane? Alors ça peut fonctionner, il y a du vent. Si vous voulez, donc pour répondre à votre question, les ressources sont bien supérieures aux besoins du 100% d'ENR. Pourquoi nous sommes aujourd'hui heureux de communiquer? C'est que les porteurs de projets, les professionnels producteurs ont dans leur carton, dans leurs études, le fait de pouvoir mettre en œuvre concrètement des usines pour ces 100%. Aujourd'hui, je vous disais, on était à peu près à la moitié du chemin, mais il est fait, et donc on est crédible en tant que constructeur, exploitant, etc. Donc la PPE révisée va améliorer ses objectifs et prendre en compte la perspective de 2028-2030, qui correspond à un texte de loi volontaire pour l'ensemble du territoire français. Donc maintenant, ça c'est la partie positive et elle est existante. Il faut reconnaître dans la mise en œuvre, on souffre soit de délais très longs,
Ça, c'est une réalité. Ça s'est amélioré. Vous parlez de toute la France ou du cas précis de Là, la Guyane? je parle de la Guyane. De la Guyane, d'accord. L'objectif 100%... Donc des freins finalement à cet objectif de 100% alors, il y a des d'ENR. freins dans chacune de ces énergies, souvent de nature plutôt administrative, dans lesquelles les choses se sont largement améliorées ces quelques dernières années, mais il y a encore un effort à faire. Donc les freins pour l'éolien, c'est qu'il n'y a pas un schéma régional. Il y a un poids de l'armée, du CNES qui est important et compréhensible. Donc les professionnels, on voudrait à la limite que l'armée dise, bon, voilà les endroits où vous pouvez vous installer. Or que là, souvent, les avis sont donnés à la fin des dossiers et pas toujours compréhensibles techniquement. Donc on réclame un schéma régional. Pour quelle raison le CNES et l'armée finalement Parce qu'il y a un territoire à protéger. Les éoliennes peuvent avoir éventuellement un effet sur des radars, etc. Donc tout ça est compréhensible. Sauf qu'il faut bien définir les zones pour permettre d'exploiter dans le bouquet guyanais une partie en éolien. Donc ça, ce frein, on espère le résoudre avec l'armée et les autorités de l'État dans les prochains mois. Deuxième, c'était sur les petites centrales hydroélectriques. Il y en a 3 en fonctionnement en Guyane. Il y a un potentiel beaucoup plus important sur la Mana, entre autres, et ça a été bloqué depuis 7-8 ans par un projet de grand barrage qui devait faire l'objet d'études un peu plus approfondies. Ça n'a pas été le cas. Faire un petit Sobiz, c'est ça, du côté de l'Ouest? Alors, c'était pas un petit Sobiz, je pense que c'était un ouvrage de l'ordre d'une centaine de mégawatts. D'accord. Sur lequel il n'y a pas eu d'avis, puisque le projet n'a pas été formalisé. En tous les cas, ça a bloqué les aménagements à travers des petites centrales, alors que ça peut être complémentaire. Et je pense que dans la PPE, ça va être un sujet important. Y aura-t-il un deuxième barrage ou pas? Très rapidement après, sur le solaire, il y a quelques freins. Un frein important, c'est que dans le SAR, le schéma d'aménagement régional, il y a 100 hectares qui sont prévus pour ce type d'activité de parc au sol, et ils sont déjà atteints, donc il y a un vrai problème. Le deuxième élément, c'est en alignement avec la métropole, pour développer, c'est ça la qualité du solaire, c'est que ça peut être des gros investissements ou des plus petits au niveau d'une maison ou au niveau d'une entreprise. Et là, il n'y a plus de besoin d'autorisation préalable. C'était jusqu'à 100 kilos. C'est passé à 500 kilos en métropole. C'est un texte national. Et il n'y a toujours pas eu la mise en œuvre pour le territoire, les territoires d'outre-mer. Est-ce que les choses évoluent quand même favorablement? Oui. Vous avez fondé Voltalia dans les années 90, on est en 2022, là maintenant on parle de 2030. Ça prend du temps, mais les choses se font à vos yeux, Robert Dardanne? Oui, alors moi j'ai été constructeur de la centrale hydroélectrique à Saint-Georges dans les années 95, donc il y a 25 ans. Il y a eu la création de la société Voltalia dans les années 2005, et c'est vrai qu'on peut voir chacun des entrepreneurs, il y a des sociétés importantes, Acuo et bien d'autres, qui sont acteurs effectifs, comme Albioma, et encore une fois, une dizaine d'acteurs qui ont tous des exploitations qui ont été construites en exploitation. Donc les choses ont évolué par rapport au début des années 2000. Et très largement. Donc maintenant, ce qu'il s'agit, c'est de conforter le planning des 10 ans à venir, parce que la PPE est notre colonne vertébrale. Donc si cette colonne vertébrale, elle est courte ou épaisse ou un peu bloquée, ça a des répercussions dans chacun des projets. Et ces projets, pour vous donner une idée, mettent entre 4 ans et 10 ans, dans certains cas, entre la demande d'origine et la mise en service. Donc on est sur des investissements de très long terme. J'entends bien que ce sont des investissements faramineux et qui prennent beaucoup de temps évidemment avant de se mettre en place. J'entends aussi les lenteurs administratives, mais on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui explique cette lenteur guyanaise sur le développement des ENR quand, comme vous nous l'expliquez, on voit ce potentiel énergétique qui est incroyable pour la Guyane. On est en 2022 et on a l'impression que la Guyane a 20 ans de retard sur le reste de la France. Alors franchement, on n'est pas à 20 ans en retard. Non, j'exagère évidemment. C'est une image, mais il y a un peu de décalage dans les délais. C'est-à-dire qu'en métropole, c'est pas très accéléré non plus, mais on est quand même avec des délais qui sont plus importants, qui avaient été notés en son temps par le président Macron, et qui disait, entre autres sur la biomasse, on était à des périodes de 8 ans. Il faudrait que tout se fasse en 4 ans. Ce n'est pas encore le cas, mais ça s'est amélioré. Donc vraiment, c'est un objectif. Pourquoi ? Parce que c'est créateur d'investissement. Ce plan ENR
Or, l'investissement que vous connaissez de sécurité du Larivot, c'est 600 millions d'investissements. C'est 600 emplois directs et indirects. Et surtout, à travers la filière biomasse endogène, c'est environ 40 millions d'euros de valeur ajoutée chaque année sur le territoire, qui remplace de l'importation de l'extérieur. Donc, vraiment, on sait que notre démarche d'entreprise va dans un sens pour l'environnement qui est très favorable. Et notre souhait, c'est que, à travers ce plan, tous les parties prenantes, politiques, élus, les acteurs économiques, mais aussi les associations environnementales, ce serait formidable s'ils adhéraient à un plan qui fasse qu'à chaque nouveau projet, il n'y ait pas des difficultés de compréhension, oui, de choses qui ne sont pas toujours du détail, il faut le reconnaître, soit plus fluide et que ce plan qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte de l'emploi dont le territoire a excessivement besoin, et tout ça, on l'a sur le territoire. Donc c'est pour ça que je suis positif. Plus un système électrique est petit, je cite encore l'ADEME, plus les productions sont variées et plus elles demandent des précautions particulières. Ça veut dire quoi? Si la Guyane est équipée à 100% d'ENR dans les années qui viennent, il y a des risques de défaillance qui sont plus grands qu'avec le fioul, par exemple? Alors, non. Non. Alors, d'une part, ce que font les centrales alimentées par du fioul ou du gaz, il y a aujourd'hui un objectif de 40 MW et à terme de 2028-2030, 60 MW en centrales biomasse qui fonctionnent de la même manière que les centrales de fioul. Donc, sauf que l'alimentation, au lieu de traverser des océans, est sur place. Mais ça assure un système permanent, pleine puissance, 85% du temps. Donc c'est pas l'aspect ENR, mais vraiment la taille, en fait, finalement. C'est le mariage, oui, par contre, de ces différentes énergies est un atout, parce que elles sont souvent complémentaires quant à leurs heures de fonctionnement, et une partie est de base 24 heures sur 24. Donc on peut faire un bouquet qui a une qualité complète de production récurrente et d'une partie sécurité. Et ça, c'est une réalité, et le territoire ne peut plus être géré électriquement comme il l'était il y a 20 ans, où il y avait deux outils, le barrage et dégradé canne, et puis quasiment rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des dizaines, il y aura des centaines, voire des milliers de petits lieux de production qui ont des atouts parce que ça répartit sur le territoire, qui sont un peu plus complexes à gérer, il faut le reconnaître pour le gestionnaire de réseau, mais il y a des territoires qui le font. Le territoire guyanais s'est largement amélioré avec l'aide d'EDF Guyane. Donc, c'est des choses qui sont gérables, avec des atouts, et les limites, elles, sont gérées pour ne pas entraîner des risques de sécurité. Dernière question, Robert Dardan. On parle seulement d'électricité depuis tout à l'heure, mais il faut quand même dire et préciser que c'est près de 50% de l'énergie utilisée en Guyane l'est par le secteur des transports. Sur cette question de la mobilité, est-ce que dans les années qui viennent, un parc automobile 100% électrique, ce serait possible en Guyane ? Alors, techniquement, c'est possible, oui, bien évidemment. Pour un territoire fermé comme le nôtre, qui n'est pas interconnecté, etc., avoir cet objectif est jouable. Il faut évidemment le préparer en termes de moyens de production. Et donc, le lien, probablement en conclusion, c'est que notre association suit les représentants industriels de production d'électricité, mais aussi toutes les entreprises qui contribuent à la maîtrise de l'énergie, qui fonctionne en Guyane. Nous avons un vice-président qui est chargé de cette activité, et je suis sûr qu'il serait ravi de vous donner des indications pour cette partie d'activité. Elle contribue à moins consommer ou mieux consommer, donc c'est indispensable. Et il traite tous les aspects de mobilité, où là, il y a un lien avec la production électrique, puisqu'on va passer de carburants qui sont importés à une capacité d'électricité qui, elle, est endogène. Dernière question cette fois-ci, je vous avais dit que c'était la dernière, cette fois-ci ce serait la dernière. Cette autonomie-là énergétique serait possible avec une politique de MDE, maîtrise de la demande d'énergie volontariste. Ça veut dire quoi déjà, et est-ce que c'est le cas à vos yeux, Robert Dardan ? La MDE fait partie de la PPE, oui, c'est une des deux composantes importantes. Elle est mise en œuvre de manière assez efficace.
elle peut être renforcée. C'est quoi la MDE pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant? C'est le fait de mieux isoler les bâtiments, c'est le fait d'utiliser des appareils électriques moins consommateurs, ce sera le fait d'utiliser des voitures électriques versus voitures avec du carburant thermique, exactement. Donc c'est tout ce qui permet de moins consommer ou de mieux consommer. Et il y a des opérations très concrètes qui se font, en partenariat également avec EDF. Il y a des vraies opérations qui sont faites, et je pense que ça peut être un sujet ultérieur pour vos auditeurs, d'éclairer ces MDE auxquels ils contribuent, puisque c'est eux qui, par exemple, font mieux isoler leur maison ou qui achètent une nouvelle clim qui consomme 3 fois moins. Oui, autant pour les ENR, c'est une question évidemment d'organisation, d'élus, des services de l'État, autant sur la maîtrise de l'énergie, ça concerne surtout les individuels. Exactement. Et les personnes. Exactement. Merci beaucoup Robert Dardenne d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, président du GENERG, le groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane. Grosse actualité, vous l'avez entendu, sur la question énergétique entre la décision à venir aujourd'hui donc du tribunal administratif sur la centrale du Larivot et les discussions pour la prochaine PPE qui vont commencer en ce qui concerne la Guyane à partir de lundi. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio